Imaginez un homme qui a défié l'Amérique en pleine crise, un hors-de-la-loi devenu une légende. Le Midwest tremblait sous ses braquages spectaculaires, ses évasions et son mépris absolu pour l'autorité. Son nom, John Dillinger. Dans un pays écrasé par la Grande Dépression, il incarne à la fois la terreur et l'espoir. Les banques s'effondrent, les institutions vacillent, et Dillinger, avec son gang, s'érige en symbole pour ceux qui rêvent de renverser l'ordre établi. Mais derrière la légende, il y a un homme traqué par le FBI, poursuivi par des agents déterminés à mettre fin à son règne. Comment un gamin d'Indianapolis est passé de l'ennui des champs aux pires prisons d'Amérique? A-t-il atteint le statut public numéro 1? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vie tumultueuse de celui qui, par le feu et le sang, a marqué l'histoire comme peu d'autres. Préparez-vous, car l'histoire de John Dillinger, c'est pas juste un récit, c'est une immersion dans une Amérique en proie au désespoir et à la rébellion. Vous l'aurez compris... attendez. Là, c'est bon. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on plonge dans l'univers du grand banditisme. Et pas avec n'importe qui. Une des figures les plus célèbres de l'Amérique, John Dillinger. Mais avant de raconter ses exploits, et ils sont nombreux, on va un petit peu poser le décor. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Parce que vous savez, rien n'arrive au hasard, et encore moins dans les années 30. Et oui, qui dit années 30 dit la Grande Dépression. On est juste après le crash boursier de Wall Street. Les banques s'effondrent les unes après les autres, l'économie vacille à l'échelle mondiale, et les gens, ils sont au bout du rouleau, littéralement. Les vagues de suicides augmentent, et les familles elles perdent tout du jour au lendemain. Et les Américains, eux, ils comprennent pas grand chose à ce chaos. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'économie est en train de les saigner à blanc et qu'ils sont totalement impuissants. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que face à ces grandes institutions, ces méchants qui ruinent leur quotidien, une figure inattendue émerge de l'ombre. Les hors-la-loi. Des braqueurs, des criminels, qui, avec un flingue dans une main et une pointe de charisme dans l'autre, osent défier l'ordre établi. Ça paraît un peu dingue dit comme ça, mais pour beaucoup à l'époque, ces bandits y représentaient quelque chose de bien plus grand. Un mélange d'espoir et de révolte. Et c'est dans ce contexte que Dillinger rentre en scène. Mais le truc fascinant avec ces gens-là, c'est que même s'ils étaient hors la loi, ces hommes tapaient là où ça faisait mal. Et surtout, ils faisaient ce que tout le monde, au fond, rêve de faire pour s'en sortir. Défier le système, briser les chaînes et remporter le pactole. Et encore une fois, c'est dans ce contexte qu'un nom devient légendaire. John Dillinger. C'était pas seulement un gangster parmi tant d'autres. Non, Dillinger, c'était LE gangster. Une figure qui a incarné cet air de chaos et de rébellion. À une époque où les gens avaient besoin d'espoir, il a provoqué une émotion populaire rarement vue aux États-Unis. Et pourtant, c'était loin d'être un héros. Dillinger, dont le nom faisait régulièrement la une des journaux, était un criminel notoire et, soyons honnêtes, redoutable. Entre septembre 1933 et juillet 1934, ils ont terrorisé avec sa bande tout le Midwest. Le bilan, 10 morts, 7 blessés, des banques braquées et pas mal d'arsenaux de police pillés. Et pas une, pas deux, mais 3 évasions de prison, dont une au cours de laquelle il a tué un shérif et plusieurs gardes. Alors, la vraie question c'est, comment cet homme est-il passé du statut de simple voleur à celui d'ennemi public numéro 1? Et pourquoi, malgré toute cette violence, il a captivé les foules? C'est ce qu'on explore tout de suite. Avant de devenir l'ennemi public numéro 1, John était juste un gamin d'Indianapolis. Il est né le 22 juin 1903 dans un quartier tranquille de la classe moyenne de Oak Hill. Rien ne semblait prédestiner ce garçon à une vie de hors-la-loi, et pourtant, dès son enfance, des fissures ont commencé à apparaître. Son père, épicier, était un homme travailleur, mais aussi, imprévisible. Tantôt autoritaire et dur, tantôt permissif et indulgent. Avec une éducation pareille, on sait pas trop sur quel pied danser. Mais le vrai drame arrive à ses 3 ans, la mort de sa mère. 6 ans plus tard, son père se remarie, mais John accueille très mal sa belle-mère. Pour lui, clairement, c'est une intrusion. Bref, en gros, l'histoire, ça commence déjà un petit peu à puer, quoi. Adolescent, John commençait à montrer un caractère, disons, un peu compliqué. Il était intelligent, mais aussi impulsif, rebelle et incapable de se plier aux règles. Résultat, il quitte l'école et trouve un boulot dans un atelier d'usinage à Indianapolis. Alors oui, il était plutôt bon dans ce qu'il faisait, mais le problème c'est qu'il s'ennuyait terriblement. Par contre, pour les soirées en ville, pas de problème. Il passait ses nuits dehors, toujours à la recherche de sensations fortes. Son père, qui était inquiet de le voir se perdre dans toutes les tentations que peut offrir une grande ville, il prend une décision radicale. Vendre tout et déménager à la campagne dans une ferme près de Mooresville, dans l'Indiana. Mais bon, la vie rurale, ça convient pas à John non plus. Les champs, les animaux, les grandes étendues, ça le chauffe pas. Faites des enfants qui disent. Il recommence à faire des siennes, passant plus de temps à errer dehors qu'à aider à la ferme. C'est comme si, peu importe où il allait, il cherchait toujours une échappatoire. Et c'est là que ça commence vraiment à partir en cacahuète. La relation avec son père, déjà compliquée, prend un tournant définitif à cause d'un vol de voiture qui tourne mal. À court de solutions, Dillinger décide de s'engager dans la marine pour se racheter une conduite. Mais à peine embarqué à Boston, il déserte le navire. Et où est-ce qu'il retourne? À Mooresville, bien sûr. De retour chez lui, il semble vouloir se ranger. En 1924, il épouse Beryl Ovius, une jeune femme de 16 ans, alors que lui en a 21. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui ça passe plus, mais à l'époque... Ensemble, ils rêvent d'une vie meilleure et d'un avenir scintillant sous les lumières des grandes villes.
Il s'installe donc à Indianapolis, plein d'espoir. Mais très vite, la réalité les rattrape. Dillinger a du mal à trouver du travail, et l'excitation promise laisse plutôt place à la frustration. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Ed Singleton, un arnaqueur local. Ensemble, ils montent un plan pour gagner de l'argent facile. Leur première cible, une épicerie de Mooresville. Mais bon, ça se finit assez vite parce qu'ils sont quasiment arrêtés immédiatement. Singleton, plus malin ou simplement plus chanceux, plaide non coupable et écope de 2 ans de prison. Dillinger, lui, suit le conseil de son père, il avoue tout. Très mauvais choix, très mauvais choix. Il est reconnu coupable d'agression, de coups et blessures avec intention de voler et de complot en vue de commettre un crime. La sentence est écrasante, entre 2 et 14 ans pour l'une des accusations, et entre 10 et 20 ans pour l'autre. Le mec il est rhabillé pour l'hiver. Des peines conjointes qui l'envoient droit en prison dans l'état de l'Indiana. Bref, John il sert d'exemple et il regrette amèrement d'avoir suivi les conseils du padré. C'est probablement cette condamnation, disproportionnée à ses yeux, qui va marquer un véritable tournant dans sa vie. Dillinger entre en prison abasourdi, brisé et en ressortira transformé. Ce n'est plus un jeune homme en quête de repères, mais un homme torturé, amer et prêt à se venger du système qui l'a injustement puni. La légende de John Dillinger commence vraiment le 10 mai 1933. Ce jour-là, après 8 ans et demi passés derrière les barreaux, il est libéré sur parole. Et vous devinez la suite, il perd pas de temps. Quelques semaines après sa sortie, Dillinger braque une banque à Bluffton, dans l'Ohio. Mais son retour au crime ne passe pas inaperçu parce que la police de Dayton, elle l'arrête dès le 22 septembre. Direction la prison du comté de Lima où il attendait son procès. Et là, les choses deviennent intéressantes. Pendant une fouille, la police découvre sur Dillinger un mystérieux document, un plan d'évasion très bien détaillé. Et quand on lui demande des explications, il fait l'innocent, niant tout lien avec ses papiers. En même temps, j'aurais fait pareil. Mais est-ce que c'est un hasard? Pas vraiment. 4 jours plus tard, un groupe d'amis très déterminés de Dillinger met ce plan à exécution. Ces 8 hommes détenus à la prison d'État d'Indiana réussissent à introduire clandestinement des fusils dans leurs cellules. Et avec ça, ils organisent une évasion spectaculaire. Malheureusement, tout ne se passe pas sans violence. Lors de la fuite, ils abattent 2 gardiens. Une évasion sanglante qui laisse entrevoir ce que ce gang est capable de faire. Et le 12 octobre, l'histoire prend un tournant encore plus fou. 3 des évadés, accompagnés d'un autre ancien détenu en liberté conditionnelle, débarquent tranquillement à la prison de Lima. Ils prétendent vouloir ramener Dillinger dans la prison d'État d'Indiana, sous prétexte qu'il aurait violé les conditions de sa liberté conditionnelle. Mais évidemment, ce n'était pas là leurs vraies intentions. Vous voyez ce qui va se passer ensuite? Lorsque le shérif demande à voir les papiers des soi-disant hommes qui viennent chercher Dillinger, la situation dégénère et ça devient le bordel. L'un des hommes sort une arme, tire sur le shérif, puis le frappe violemment jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ils prennent ensuite les clés de la prison, libèrent Dillinger, et dans un geste de froide brutalité, ils décident d'enfermer la femme du shérif et un adjoint administratif dans la cellule. Le shérif, lui, est laissé pour mort, agonisant sur le sol. Le gang s'enfuit alors et laisse derrière lui une scène de cauchemar. À ce stade, Dillinger et ses complices deviennent une priorité nationale. Bien qu'aucune loi fédérale n'ait encore été violée, le FBI est appelé en renfort pour les identifier et les traquer. Les 4 hommes responsables de l'évasion sont très vite identifiés. Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Markley et Harry Copeland. Leurs noms sont inscrits en rouge dans les dossiers d'identification du FBI, un marquage réservé aux criminels les plus recherchés. Mais pendant que les autorités tentent de le localiser, Dillinger et son gang ne perdent pas une minute. Ils enchaînent les braquages de banque frappant fort et vite. Et c'est pas tout. Ils pillent également les arsenaux de police à Auburn et Peru dans l'Indiana, volant des mitrailleuses, des fusils, des revolvers, des munitions et même des gilets pare-balles. Les gars, ils sont armés pour la guerre. Et c'est ainsi que le gang devient de plus en plus dangereux. Le 14 décembre, John Hamilton, l'un des membres du groupe, abat un inspecteur de police à Chicago. Et un mois plus tard, le chaos continue. Lors du braquage de la First National Bank East à Chicago, le gang tue un policier. C'est plus seulement un gang de voleurs, c'est une véritable machine de destruction. Mais encore une autre question, c'est jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller sans se faire rattraper par les autorités? Après une série de braquages sanglants, Dillinger et son gang décident de se faire discrets. Ils fuient d'abord en Floride, puis à Tucson en Arizona. Mais le destin a d'autres plans pour eux. Le 23 janvier 1934, un incendie éclate dans l'hôtel où Clark et Maclay, 2 membres du gang, se cachent sous 2 faux noms. Et là, coup de théâtre. Les pompiers reconnaissent les 2 hommes grâce aux avis de recherche qui sont placardés partout. Et donc, la police intervient et arrête non seulement Clark et Maclay, mais aussi Dillinger et Harry Pierpont. Et c'est pas tout. Lors des arrestations, les autorités mettent la main sur un véritable arsenal encore une fois. 3 mitraillettes, des fusils Winchester modifiés, des gilets pare-balles et 25 000 $ en espèces. Une bonne partie de cet argent venait bien évidemment de leur braquage. Cette fois, il semble que la cavale de notre cher John touche à sa fin. Enfin, ça, c'est si vous n'avez pas regardé le timecode de la vidéo. D'ailleurs, profitez de cette petite pause pour vous abonner, on reprend. Dillinger est enfermé à la prison du comté de Crown Point, dans l'Indiana, en attendant son procès pour le meurtre du policier d'East Chicago. Les autorités sont confiantes, elles vont même jusqu'à se vanter que cette prison est à l'épreuve des évasions. Une déclaration qui, rétrospectivement, semble presque ironique. Et puis moi j'aime bien quand on donne tort à ce genre d'affirmation pleine d'arrogance. Car, le 3 mars 1934, Dillinger prouve une fois de plus qu'il n'est pas un criminel comme les autres, avec ce qu'il prétend être un pistolet en bois qu'il aurait taillé lui-même. Il parvient à intimider les gardiens,
Sous la menace, il les force à ouvrir sa cellule, puis s'empare de 2 mitrailleuses. Mais ça s'arrête pas là. Il enferme les gardiens et plusieurs administrateurs de la prison avant de s'enfuir une nouvelle fois. À ce moment-là, Dillinger ne fait plus simplement les gros titres, il devient une légende vivante. Mais la question reste la même, combien de temps il va encore pouvoir s'amuser à faire tout ça? Et c'est à ce moment-là que John commet l'erreur fatale qui va définitivement céder son destin. C'est pas comme si jusqu'à présent c'était un enfant de cœur, mais là il franchit vraiment le point de non-retour. Après son évasion spectaculaire à la prison de Crown Point, il vole la voiture du shérif et traverse une frontière entre l'Indiana et l'Illinois direction Chicago. Mais là, il réalise pas encore qu'il vient de violer une loi fédérale, la loi nationale sur le vol de véhicules automobiles. Ah non, parce que braquer des banques, tuer des gardes et tout, ça passe. Mais alors, déplacer une voiture à un autre état, oh là là. En transportant un véhicule volé d'un état à un autre, il place désormais ses crimes sous la juridiction fédérale. Ceci entraînant cela, une plainte fédérale est déposée pour ce vol interétatique. Et la voiture du shérif est rapidement retrouvée à Chicago, tout est bien qui finit bien. Une fois l'acte d'accusation rendu par le grand jury, le FBI entre en scène. Dillinger, déjà ennemi public numéro 1 dans son état, devient la cible d'une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Désormais, c'est plus qu'une question de temps avant que sa croisade contre le système touche à sa fin. Et pendant ce temps-là, les choses tournent aussi extrêmement mal pour tous ses anciens complices. Pierpont, Maclay et Clark sont renvoyés dans l'Ohio pour être jugés du meurtre du shérif de Lima. Le verdict est sans appel, Pierpont et Maclay sont condamnés à mort, tandis que Clark écope de la réclusion à perpétuité. Mais ces hommes, tout comme Dillinger, ne se laissent pas abattre si facilement. Lors d'une tentative d'évasion désespérée, Maclay est tué sur le champ et Pierpont est gravement blessé. Mais même avec ses blessures, Pierpont n'échappe pas à son sort. Un mois plus tard, il est suffisamment rétabli pour être exécuté. Et c'est là que c'est quand même un petit peu ridicule quand on y pense. On va s'embêter à soigner le gars pour qu'il soit assez apte à se faire exécuter. Et si c'était ça le rêve américain? Et en plus, c'est payé avec nos impôts! Tout ça pour dire que le gang de Dillinger, autrefois redoutable, touche à la fin de son règne. Mais il reste encore John, pour qui la cavale continue. Malheureusement pour lui, il est désormais plus seul que jamais. Et avec le FBI à ses trousses, l'étau se resserre très gentiment. Après sa spectaculaire évasion, Dillinger retourne à Chicago et retrouve sa petite amie Evelyn Fréchette. Ensemble, ils fuient vers Saint-Paul, où Dillinger s'associe avec de nouveaux criminels. Homer Van Meter, Lester Gillis surnommé Babyface Nelson, Eddie Green et Tommy Carroll. En gros, c'est vraiment la Dream Team du crime organisé. Le gang prospère rapidement, braquant banque après banque et s'empare de grosses sommes d'argent. Mais le 30 mars 1934, la roue commence à tourner. À Saint-Paul, un agent du FBI s'entretient avec le gérant des appartements de Lincoln Court. Ce dernier mentionne 2 locataires suspects, un certain Monsieur et Madame Hellman, qui semblaient nerveux et refusaient même d'admettre le gardien dans leur appartement. Intrigué, le FBI commence à surveiller les lieux. Et le lendemain, les agents décident de passer à l'action. Ils frappent à la porte des Hellman, Evelyn Fréchette ouvre, mais dès qu'elle voit que c'est des agents du FBI, elle referme la porte aussitôt. Les suspicions se confirment et les agents appellent immédiatement des renforts pour encercler l'immeuble. Et là, le piège se referme. Au même moment, les agents aperçoivent un autre homme qui rentre dans le couloir. Les agents l'interceptent, mais cet homme n'est autre qu'Homer Van Meter, et il n'est pas du genre à se rendre gentiment. Van Meter sort son arme et une fusillade éclate. Dans le chaos, il parvient à s'échapper et force un chauffeur de camion, sous la menace d'une arme, à le conduire jusqu'à l'appartement d'Eddie Green. Dillinger et son gang sont peut-être rapides et imprévisibles, mais les mailles du filet se resserrent. Et la tension ne fait que monter. Et soudain, tout bascule. La porte de l'appartement des Hellman s'ouvre brusquement et un canon de mitrailleuse surgit, déversant un torrent de balles dans le couloir. Sous ce déluge de plomb, John et Evelyn Fréchette n'ont qu'une option, fuir. Ils s'échappent par une porte arrière et, blessé au passage, Dillinger aussi va rejoindre l'appartement d'Eddie Green, où il est soigné pour sa blessure. Pendant ce temps, aux appartements Lincoln Court, les agents du FBI découvrent un véritable arsenal. Et décidément, les mecs s'arrêtent pas. Un pistolet mitrailleur Thompson avec la crosse retirée, des fusils automatiques, un Colt, des chargeurs, des gilets pare-balles. Clairement, le gang était encore prêt à faire un nouveau coup. Mais la chasse continue. D'un autre côté de la ville, d'autres agents localisent l'une des planques d'Eddie Green et de sa compagne, Bessie Skinner, qui vivaient sous les noms de Monsieur et Madame Stephens. Le 3 avril, lorsque Green est enfin repéré, il tente de sortir son arme. Mais les agents tirent en premier. Blessé grièvement, Green succombe de ses blessures 8 jours plus tard. De leur côté, Dillinger et Evelyn Fréchette fuient à Mooresville, dans l'Indiana. Là-bas, ils trouvent refuge chez son père en attendant que sa blessure guérisse. Mais leur répit est de courte durée. Evelyn, partie à Chicago pour rendre visite à un ami, est arrêtée par le FBI. Accusée de complot pour avoir hébergé un fugitif, elle est jugée à Saint-Paul, reconnue coupable, condamnée à une amende de $1000 et 2 ans de prison. Même sort pour Bessie Skinner, la petite amie d'Eddie Green, qui écope de 15 mois pour la même accusation. Et Dillinger dans tout ça, toujours insaisissable. Avec Homer Van Meter, il braque une nouvelle fois un commissariat, cette fois à Warsaw, dans l'Indiana, dérobant encore une fois des armes et des gilets pare-balles. Puis il disparaît dans le Haut-Michigan, échappant de justesse à un groupe d'agents du FBI dépêchés exprès pour ça. Mais vous vous doutez bien, c'est qu'une question de temps avant que la chance de Dillinger disparaisse. La cavale de John se poursuit, mais les autorités s'approchent de plus en plus. Cette fois, le FBI reçoit un tuyau. Un groupe suspect a été repéré au Little Bohemian Lodge, une station balnéaire isolée située à environ 80 km au nord de Rhinelander, dans le Wisconsin.
Parmi eux, 2 figures attirent particulièrement l'attention. Un homme ressemblant à John Dillinger et un autre identifié comme Babyface Nelson, une équipe spéciale du FBI quitte Highlander pour aller au lodge. Mais le voyage est loin d'être une promenade de santé. 2 des voitures de location tombent en panne, et dans le froid mordant d'un mois d'avril inhabituel, certains agents n'ont pas d'autre choix que de s'accrocher au marchepied des autres véhicules. À 3 km du complexe, les phares sont éteints et l'équipe avance dans l'obscurité totale. Une fois sur place, tout bascule. À l'approche des agents, les chiens du lodge se mettent à aboyer, alertant les occupants. Puis, sans prévenir, des rafales de mitrailleuses éclatent depuis le toit. Les agents, pris sous le feu, cherchent immédiatement un abri. Un des agents parvient à se faufiler jusqu'à un téléphone pour coordonner l'arrivée des renforts restés à Highlander. Mais c'est à ce moment-là qu'une situation imprévisible se produit. L'opératrice téléphonique interrompt la conversation pour signaler un autre problème à 3 km d'ici dans un chalet. L'agent spécial Carter Baum, accompagné d'un autre agent du FBI et d'un policier, se rend sur place. Sur les lieux, il trouve une voiture garée qui appartiendrait à un habitant local. En s'approchant, il se présente. Et là, ça part en vrille. Dans l'autre voiture, Babyface Nelson est à l'intérieur, tenant 3 habitants sous la menace d'une arme. Et dès qu'il repère les agents, il n'hésite pas une seconde. Il se tourne, arme au poing, et ouvre le feu avant même qu'il ne puisse réagir. L'agent Baum est tué sur le coup, tandis que le policier et l'autre agent sont grièvement blessés. Babyface Nelson saute dans le fort des agents et disparaît dans la nuit. Pendant ce temps-là, au Bohemia Lodge, la fusillade finit par cesser. Mais lorsqu'ils investissent le bâtiment au petit matin, les agents ne trouvent qu'un groupe de 3 femmes terrorisées. John et ses 5 autres membres du gang se sont échappés, profitant d'une fenêtre à l'arrière du lodge pour fuir avant que l'endroit ne soit complètement encerclé. Encore une fois pour John, ça passe à un cheveu, laissant derrière lui une traînée de violence, mais aussi un FBI plus déterminé que jamais à lui mettre la main dessus. À Washington, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, prend la situation en main. Il désigne l'agent spécial Samuel Coley pour diriger la traque contre John Dillinger. Coley s'installe à Chicago où il collabore avec Melvin Purvis, l'agent spécial en charge du bureau local. Ensemble, ils élaborent une stratégie méthodique. Une escouade d'agents fouille chaque piste, chaque preuve, chaque rumeur en collaboration avec les policiers de l'East Chicago. Mais c'est un renseignement inattendu qui va tout changer. Le samedi 21 juillet 1934, en fin d'après-midi, une tenancière de bordel à Gary, dans l'Indiana, entre en contact avec la police. Cette femme, connue sous le nom d'Anna Sage, de son vrai nom Anna Cumpagna, était d'origine roumaine. Aux États-Unis depuis 1914, son statut d'immigré était plutôt précaire. Et en raison de son activité, une procédure d'expulsion était déjà en cours à son encontre. Et c'est là qu'Anna a une idée pour sauver sa peau. Vendre une information précieuse au FBI en échange d'une récompense et d'un possible coup de pouce pour éviter son expulsion. Lorsqu'elle rencontre Coley et Purvis, il reste assez prudent. En gros, ils lui promettent une récompense si son information permet de capturer John Dillinger, mais par contre, ils peuvent rien promettre pour son visa car c'est pas les mêmes institutions qui gèrent ça. Et malgré tout ça, Anna accepte. Et son information, elle est capitale. Elle explique qu'une amie à elle, Polly Hamilton, est récemment venue dans son établissement accompagnée d'un homme qu'elle a immédiatement reconnu grâce aux journaux, John Dillinger. Et Anna ajoute que John, son amie Polly et elle-même vont se rendre au cinéma demain soir. Mais elle n'est pas encore certaine du lieu. Ce sera soit au Biograph Theater, soit au Marlboro Theater. Mais bien évidemment, elle promet de prévenir les agents lorsque le choix sera confirmé. Pour faciliter leur opération, elle leur indique également qu'elle portera une robe orange le soir venu pour être facilement identifiable. Et avec cette piste, les 2 agents ont enfin une chance de mettre fin à la cavale de John Dillinger. Tout va désormais se jouer au cinéma. Nous sommes le dimanche 22 juillet 1934, l'étau se resserre autour de John. Ce soir-là, Samuel Coley, à la tête des opérations, mobilise tous les agents du bureau à Chicago pour une mission urgente. Anna Sage, leur informatrice, confirme que John ira bien ce soir au cinéma, mais elle sait pas encore où. Du coup, les agents prennent les devants et décident d'envoyer une équipe dans chaque cinéma. À 20h30, Dillinger, accompagné d'Anna Sage et Polly Hamilton, entre finalement au Biograph Theater pour voir Clark Gables dans Manhattan Melodrama. L'information est relayée rapidement à Coley, qui redéploie les agents initialement postés au Marlboro vers le Biograph. Et puis alors là, la tension elle est plus que palpable. Coley contacte même J. Edgar Hoover pour des instructions finales. Hoover, il veut pas une fusillade dans une salle bondée de monde, du coup, il demande aux agents d'attendre que John sorte du cinéma et qu'il soit dans la rue. Et chaque agent reçoit la consigne suivante. Ne prenez pas de risques inutiles, mais si Dillinger résiste, chacun pour soi. À 22h30, John sort du cinéma avec ses 2 compagnes, ignorant qu'il est encerclé. Il sort du cinéma, tourne vers la gauche et longe le trottoir. Melvin Purvis, posté à proximité, allume calmement un cigare. C'est le signal. En quelques secondes, tous les agents débarquent. Mais John y comprend très rapidement ce qui se passe. Il agit par instinct, sort un pistolet de la poche droite de son pantalon et tente de s'enfuir en courant vers une allée. La suite est inévitable, 5 coups de feu retentissent. 3 balles le touchent et Dillinger s'effondre face contre terre sur le trottoir. À 22h50, dans une petite chambre de l'hôpital d'Alexander Brothers, John Dillinger est officiellement déclaré mort. Les agents Charles Winstead, Clarence Hurt et Herman Hollis qui ont ouvert le feu sont félicités par J. Edgar Hoover pour leur courage. Mais aucun d'entre eux ne dira jamais qui a tiré la balle fatale.
Cette nuit suffocante de juillet 1934 marque la fin de la cavale du plus célèbre gangster de l'Amérique. Elle symbolise également le début et la fin de l'ère des gangsters. En tout, 27 personnes seront condamnées par des tribunaux fédéraux pour avoir aidé Dillinger et ses complices. Quant à Babyface Nelson, un personnage incroyable qui mériterait un épisode à lui tout seul, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si vous le voulez, il sera abattu quelques mois plus tard, le 27 novembre 1934, lors d'une fusillade avec le FBI. Ce jour-là, Samuel Collet, l'homme qui traquait Dillinger, perdra aussi la vie. Aujourd'hui, John repose en paix au cimetière de Crown Hill à Indianapolis, Indiana. Mais son nom, lui, reste gravé dans l'histoire, symbole d'une époque où les gangsters étaient à la fois craints et adorés. À peine 12 heures après le décès de Dillinger, un homme surnommé Harold May, de la Reliance Dental Manufacturing Co., a créé un masque mortuaire à la morgue du comté de Cook à Chicago. L'objectif, montrer la qualité du plâtre de l'entreprise. Aujourd'hui, ça peut paraître morbide, mais à l'époque, immortaliser un visage de cette manière, bien que rare, était une manière étrange de conserver un souvenir. Et dans le cas de Dillinger, ce masque c'est devenu une véritable curiosité. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Selon les dossiers du FBI, la morgue de Chicago a été envahie par une foule improbable. Politiciens, personnalités influentes et curieux se sont bousculés pour voir le corps de l'homme qui a défié les autorités pendant si longtemps. Pendant plusieurs jours, ça a été un bordel pas possible. Des milliers de personnes ont tenté d'obtenir l'autorisation pour aller voir le corps de Dillinger, transformant la morgue en attraction macabre. Mais au-delà de cette fascination posthume, l'impact de la mort de Dillinger, il est bien réel. Grâce aux enquêtes intensifiées du FBI et une collaboration avec les forces de l'ordre, la menace des gangsters a commencé à diminuer très rapidement. Comme dit plus haut, la fin de John a marqué une transition annonçant la fin de l'ère des gangsters qui avait dominé les années 20 et 30. Aujourd'hui, John reste une figure controversée. Un criminel sans scrupules pour les uns, une légende fascinante pour les autres, mais une chose est sûre, son histoire, entre réalité et mythe, continue de captiver l'imagination, même encore aujourd'hui. Certains criminels marquent l'histoire par leur audace, d'autres par leur cruauté. Et puis, il y a ceux qui incarnent les deux à un degré si extrême qu'ils deviennent des légendes. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de l'un des partenaires les plus redoutés de John Dillinger, Lester Gillis, ou mieux connu sous le nom de George Babyface Nelson. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé « Mais pourquoi chaque fois que je parle d'un gangster, ça se met en noir et blanc ?» Voilà, c'est bon. Comme je vous disais, vous avez été nombreux à me demander cette vidéo après les retours ultra positifs sur la vidéo de John Dillinger. Et au passage, je vous remercie, et pour vous remercier, quoi de mieux que de vous faire un épisode sur ce que vous m'avez demandé. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage qui a marqué l'histoire du crime auprès de John Dillinger. Le fameux Lester Gillis, mieux connu sous le nom de George Babyface Nelson. Faut aussi qu'on parle d'un petit détail important, Babyface Nelson, c'était pas seulement un criminel, il avait tout un tas de mentors. Et parmi eux, un nom revient souvent. Alvin Karpis. Oui, le fameux Karpis du tristement célèbre gang Parker Karpis. Je sais, il y en a certains qui vont dire, mais qui c'est ce Karpis ? Et croyez-moi, l'histoire, elle vaut vraiment le détour. Je vais pas commencer à m'éparpiller sur tout, parce que sinon, on n'a pas fini. Bon allez, ça vous démange quand même, on va faire une petite digression sur le gang. Et quand j'entends petite... Alvin Creepy Karpis, comme on l'appelait à l'époque, était un des piliers du gang Parker Karpis. Ce gang, dans les années 30, était spécialisé dans les braquages de banques, les vols de trains, et même des enlèvements de patrons de grandes entreprises pour demander des rançons. En gros, une petite PME qui touche un petit peu à tout. Ils étaient tellement redoutables qu'ils ont fini par figurer parmi les criminels les plus traqués par le FBI. Et d'ailleurs, Karpis a été arrêté en grande pompe à la Nouvelle-Orléans en 1936 par rien de moins que le directeur du FBI lui-même, J. Edgar Hoover. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous voulez un épisode sur J. Edgar Hoover, parce que on se dit quand même que le gars, il a arrêté Karpis, il a arrêté Dillinger, il a quand même côtoyé Babyface Nelson. Je pense qu'il y a quand même 2 ou 3 anecdotes à vous raconter sur lui. Et en plus, il y a même un film de lui avec DiCaprio, alors là, reprenons. Ensuite, direction Alcatraz, où Karpis a purgé 26 ans de prison. Une sacrée descente aux enfers pour quelqu'un qui faisait trembler les banques et les grandes fortunes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que vous en voulez un petit peu plus sur lui. Donc c'est pour moi, c'est cadeau, on continue un petit peu sur lui. Imaginez-vous un soir d'été 1933. Une époque où l'Amérique était en pleine prohibition et où les gangsters régnaient en maître. C'est justement un soir chaud de cette année-là que tout a basculé pour William M. Jr., président de la célèbre brasserie Theodore M. Brewing Company. Il est dans son bureau à Saint-Paul, dans le Minnesota, une journée comme les autres. Il sort tranquillement du bâtiment, déjà en train de penser sûrement à ce qu'il va faire ce soir, et là, ça lui tombe sur la tronche. 4 silhouettes surgissent de l'ombre, l'attrapent et le poussent dans une voiture. Ham venait d'être kidnappé par le gang Parker Karpis, un des groupes criminels les plus redoutés de l'époque. Direction le Wisconsin, où Ham a été forcé de signer pas une, mais 4 notes de rançon. Les ravisseurs voulaient plus de 100 000 $, une somme colossale à l'époque. Puis, il a été transféré dans une cachette à Bensenville, Illinois, où il a été retenu jusqu'à que l'argent soit remis.
Le plan était audacieux, tout semblait parfait, du moins en apparence. Une fois la rançon payée, Ham a été relâché sain et sauf près du Wyoming, Minnesota. Mais les gangsters avaient oublié un détail crucial, la science. Le 6 septembre 1933, le FBI a fait appel à une technologie révolutionnaire pour l'époque, l'identification par empreinte digitale latente. Grâce à une méthode utilisant du nitrate d'argent, les scientifiques ont découvert des empreintes invisibles sur les notes de rançon. Et oui, parce que ces empreintes, elles contenaient de la transpiration et aussi plein de chlorure de sodium, qu'on appelle aussi plus communément du sel. Je fais le gars intelligent, mais c'est juste un synonyme. Cette découverte a en tout cas permis d'identifier plusieurs membres du gang jusque-là encore inconnus, dont Alvin Karpis, Doc Barker et d'autres complices. Malgré leur plan presque parfait, ils avaient laissé leurs empreintes partout. Et voilà comment, grâce à une avancée scientifique, le FBI se retrouve enfin avec des preuves tangibles que le gang Karpis était derrière l'enlèvement. On pourrait croire que le gang a été un petit peu plus prudent après l'enlèvement de William Ham, mais bien évidemment, ils étaient beaucoup trop gourmands pour s'arrêter là. Le 17 janvier 1934, ils frappèrent à nouveau, et cette fois, leur cible était un riche banquier du Minnesota, Edward George Bremer Jr. Bremer y se rend à son travail tranquillos, sans se douter une seule seconde qu'il va se faire kidnapper en pleine journée. En même temps, pendant 3 semaines, Bremer a été retenu captif, tandis que sa famille était forcée de réunir une rançon astronomique. 200 000 $, une somme encore plus colossale que le premier enlèvement. Et c'est pas comme les grands-parents qui vous racontent qu'à l'époque ils ont acheté ça 200 000 anciens francs et que ça fait aujourd'hui 3 000 €. Là, quand on parle de 200 000 $ à l'époque, ça représente des millions aujourd'hui. Je pense, j'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr. Et puis de toute façon, je suis youtubeur, je dis forcément la vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Bremer n'a pas su identifier ses ravisseurs. Pourtant, il a quand même fourni aux autorités une mine d'indices qui allait finalement sceller le sort du gang. La vraie percée est venue d'un détail presque insignifiant. Un simple bidon d'essence vide, retrouvé par un policier local le long de la route qui avait emprunté les criminels. Sur ce bidon, les enquêteurs ont découvert plein d'empreintes digitales. Et pas n'importe lesquelles, celles d'Arthur Doc Barker. Et là, c'est l'effet domino. Une fois que le FBI ils ont réussi à l'identifier, ils remontent très vite toute une liste de complices. Et parmi eux, son frère Fred Barker, le célèbre Alvin Karpis et d'autres membres du gang comme Harry Campbell, Fred Gotts, Russell Gibson et Volney Davis. Et si vous voyez ma tête sur les deux personnages, c'est que j'ai pas trouvé de photo. Après le second enlèvement, le gang, il se doute bien que la traque du FBI, elle va un peu s'intensifier. Alors, ils ont pris une décision toute simple, se séparer et disparaître. Certains ont même fui jusqu'à Cuba, tandis que d'autres se sont fait opérer en secret pour modifier leurs empreintes digitales et changer leur apparence. Et oui, ça se faisait déjà à l'époque de la chirurgie esthétique pour effacer ses traces, on se croirait dans Volte-Face avec Castor Troy. Mais la plupart ont préféré une approche plus pragmatique, partager le butin de la rançon et trouver des moyens de blanchir l'argent. C'est ainsi que Fred Baker et Harry Campbell se sont retrouvés à Miami en septembre 1934 sous 2 faux noms. Ils se sont inscrits à l'hôtel El Commodore où ils furent rapidement rejoints par Kate Barker, plus connue sous le nom de Ma Barker, la célèbre mère qui épaulait ses fils criminels. Fred cherchait un endroit tranquille pour se cacher et grâce au directeur de l'hôtel, il a trouvé un cottage isolé près du lac Vert en Floride. Une planque idéale ou presque. Et pendant ce temps-là, les agents du FBI ils avancent tranquillos sur l'enquête. En décembre 1934, ils ont suivi une piste menant Doc Barker dans une maison de Chicago. Et le 8 janvier, il a été arrêté sans incident. Mais plus tard cette nuit-là, quand les autorités ont tenté d'arrêter Russell Gibson, la situation a totalement dégénéré. Armé jusqu'aux dents et équipé d'un gilet pare-balles, Russell Gibson, il ouvre le feu sur les autorités. Et malheureusement, il a été mortellement blessé dans l'échange. C'est dans cet appartement que les agents ont fait une découverte cruciale. Une carte de Floride avec un endroit bien précis encerclé, le lac Vert. Ils savaient maintenant précisément où se trouvait la cachette de Barker. Le 16 janvier 1935, à l'aube, les agents du FBI dirigés par Earl Connelly encerclent le chalet. Et là, ils demandent aux occupants de se rendre. Silence. Ils ont attendu 15 minutes, toujours rien. Ensuite, les agents ont tenté de négocier. Puis, face au silence, des grenades lacrymogènes ont été lancées contre les fenêtres. Un cri retentit. « D'accord, allez-y !» Mais à peine avaient-ils baissé leur garde que des tirs de mitrailleuses ont éclaté depuis l'étage. Les agents ont immédiatement riposté. Et c'était pas un échange de tirs rapides, c'était un véritable siège. Pendant près d'1 heure, des coups de feu ont éclaté des deux côtés. Ce fut ce qu'on peut plus communément appeler une fusillade féroce. Puis, à 10h30, tout s'est arrêté. Plus un bruit. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, la scène qu'ils ont découverte était digne d'un champ de bataille. Fred Barker et Ma Barker gisaient morts, criblés de balles. Mais c'est pas tout. Les agents ont aussi mis la main sur une cache d'armes impressionnante, comprenant des mitrailleuses, des fusils et une quantité massive de munitions. Une véritable armurerie. Preuve que le gang était prêt à tout pour résister. Ce jour-là, le 16 janvier, marquait la fin tragique et violente de Fred Barker et de sa mère Ma Barker. Ce n'était pas seulement la fin d'une famille criminelle, mais aussi un tournant dans la lutte contre le crime organisé aux États-Unis.
Et c'est sur cette note dramatique que l'on peut considérer la fin de l'histoire du gang Parker Karpis. Attendez, je me rends compte que j'ai un peu dérivé là. J'étais juste censé vous parler d'Alvin Karpis. Bon allez, on continue sur lui. Né en 1907 à Montréal sous le nom de Karpavitz, il était le fils d'immigrants lituaniens. Sa famille a déménagé au Kansas, mais Alvin avait déjà une autre destinée en tête. À seulement 19 ans, il a été envoyé en prison pour cambriolage. Et après une évasion de prison en 1930, il a décidé de se lancer pleinement dans le crime aux côtés des Parker. Braquage de banque, vol de voiture, meurtre, bref, vous connaissez la musique. Tout ça, c'était avant même que les célèbres enlèvements de Ham Jr. et Bremer ne fassent de lui une cible prioritaire pour le FBI. Et c'est là qu'entre en scène J. Edgar Hoover, le directeur du FBI. Et d'ailleurs, petite anecdote à son sujet, de toute façon dans l'épisode on n'est plus à ça près. En avril 1936, Hoover s'est retrouvé face au sénateur du Tennessee, Kenneth McKellar, qui lui reprochait de demander toujours plus de fonds pour le FBI. Et le sénateur, à ce moment-là, il lui pose une question plutôt embarrassante. Combien d'arrestations avez-vous personnellement effectuées ? Autant vous dire que là, Hoover, il a carrément été piqué au vif dans son ego. Et ce qui semble être une anecdote plutôt insignifiante va être un véritable tournant pour le futur. En effet, lorsque les agents ont localisé Karpis à la Nouvelle-Orléans, plus tard ce mois-là, Hoover s'est assuré d'être là en personne. Le 1er mai 1936, après des jours de surveillance sur Canal Street, le moment tant attendu est arrivé. Peu après 17h, Karpis et 2 complices sont sortis de leur appartement et sont montés dans une Plymouth coupée. C'est là qu'Hoover a donné l'ordre. Maintenant, les agents se sont précipités et arrivent à hauteur des 3 hommes. Et là vous allez rire, mais avec l'anticipation, il n'y a pas un gars qui avait pensé à prendre des menottes. Et cette arrestation historique s'est faite à l'aide d'une cravate. Ce qui rend l'événement encore plus spectaculaire qu'il ne l'est déjà. Et c'est ainsi qu'Hoover a obtenu son arrestation emblématique. Karpis, l'un des criminels les plus recherchés d'Amérique, a été raccompagné à Saint-Paul en quelques heures. Là, il a plaidé coupable pour l'enlèvement de Ham et a été condamné à la prison à vie. Il a passé des années à Alcatraz avant d'être transféré dans d'autres prisons. Finalement, il a été libéré sur parole à la fin des années 60, terminant ainsi la saga d'une vie marquée par le crime. Cette capture, c'est pas seulement une victoire du FBI, c'est aussi un gros symbole dans une ère où les criminels semblaient intouchables. Au même titre que l'arrestation de John Dillinger. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ah non, attendez, je vais pas parler de Babyface Nelson. Bon bah, on est reparti pour quelques minutes. Si vous pensez que les gangsters des années 30 étaient toutes des figures charismatiques comme John Dillinger, détrompez-vous. Certains étaient bien plus sombres et bien plus dangereux, même aux yeux de leurs complices. Et parmi eux, il y avait Lester Gillis, que vous connaissez plus sous son pseudonyme George Babyface Nelson. Malgré son apparence juvénile, d'où son surnom, Nelson était tout sauf un enfant innocent. C'était un tueur impitoyable au tempérament explosif et imprévisible. Sa violence dépassait les limites, même pour les gangsters de son époque. Vous voulez une preuve ? Même John Dillinger lui-même, pourtant l'un des criminels les plus célèbres et intrépides de l'époque, a fini par refuser de travailler avec lui car il était justement imprévisible et trop dangereux. Nelson a poussé sa soif de vengeance jusqu'à tuer 3 agents du FBI. Et ce n'était pas lors de petits accrochages. Oh là non, c'était toujours dans des fusillades. Mais comme souvent, avec ce genre de vie, son histoire s'est terminée là où elle avait commencé, dans un bain de sang. Lors d'une ultime fusillade, Babyface Nelson a perdu la vie, mettant un point final à son règne de terreur. Mais maintenant, il faut que je vous raconte sa vie. George Babyface Nelson, l'un des gangsters les plus redoutés des années 30, est donc né sous le nom de Lester M. Gillis le 6 décembre 1908 à Chicago, dans l'Illinois. Dès son adolescence, Nelson parcourait les rues de Chicago avec une bande de jeunes voyous. À seulement 14 ans, il était déjà un voleur de voitures expérimenté. Son surnom, Babyface, venait de son apparence juvénile, qui contrastait fortement avec sa personnalité impitoyable. Les surnoms criminels, ça aussi c'est toute une histoire, mais je vais pas encore faire une discrétion là-dessus parce que sinon on va jamais en finir. Mais par contre, si vous voulez un épisode spécial là-dessus, dites-le moi dans les commentaires. Au début, les crimes de Babyface, on va dire, pour l'époque, c'était un peu classique. Vol de pneus, production d'alcool de contrebande, et bien sûr, braquage à main armée. Cela pourrait s'arrêter là si Baby Nelson n'avait pas cette ambition démesurée qui l'animait, gravir les échelons du monde criminel. En 1922, il est reconnu coupable de vol de voiture et envoyé dans un foyer pour garçons. Libéré 2 ans plus tard, il n'a pas tardé à retourner derrière les barreaux, toujours pour des accusations similaires. Ouais, je pense vraiment que ses parents ils ont pas dû lui acheter de voiture quand il était petit. Mais le crime n'était pas la seule chose qui l'animait dans sa vie. Bah oui, il y avait des femmes aussi. En 1928, Nelson a rencontré Helen Wozniak, une vendeuse qui l'a épousée. Helen, devenue Helen Gillis, est restée à ses côtés, fidèle jusqu'à la fin. Et en 1931, Nelson a franchi un cap. Il a été condamné pour un braquage de banque à Chicago avec une peine allant d'1 an à la perpétuité. Alors, autant vous dire que ça fait quand même une assez grosse fourchette, et Nelson, il est pas du genre à accepter son sort tranquillement. Après 1 an de prison,
Il a profité d'un transfert pour un autre procès à Wheaton dans l'Illinois pour s'évader le 17 février 1932. Nelson s'est enfui, passant par Reno dans le Nevada, avant de se cacher à Sausalito en Californie. Et c'est là qu'il a rencontré le fameux John Paul Chase, un homme qui deviendra son fidèle complice jusqu'à la mort. Avec cette évasion, notre cher George venait de poser les bases sur une carrière de criminel, mais qui allait aussi bâtir sa propre légende. Mais ce n'était que le début. La suite, une montée en puissance dans le crime organisé, des braquages audacieux et une fin tragique. Mais avant ça, je vous parle très vite de John Paul Chase pour que vous compreniez un petit peu qui c'est. Je vous remets le personnage. Né le 26 décembre 1901, Chase a grandi en Californie et mené une vie ordinaire ou presque. Il a quitté l'école en 5e pour travailler dans un ranch près de San Rafael, puis comme apprenti machiniste dans un atelier ferroviaire. Mais tout a changé en 1930 lorsque Chase s'est associé à une opération de contrebande d'alcool liée au crime organisé. Et c'est dans ce milieu qu'il a rencontré Babyface Nelson, fraîchement arrivé de son évasion en Californie. Nelson, toujours à la recherche de nouvelles opportunités criminelles, a commencé à travailler avec Chase comme garde armée pour protéger les camions de contrebande. Et leur relation est vite devenue plus qu'un partenariat. Ils sont devenus des amis proches, au point que Chase présentait parfois Nelson comme son demi-frère. Pendant un temps, Nelson s'est installé en Californie avec sa femme Hélène. Mais en mai 1933, il quitte l'État pour l'Indiana, où il commence à se mêler à des criminels influents comme Homer Von Metter. Et on n'est pas sûr à 100%, mais on pense que c'est là qu'il a commencé à faire ses premières petites affaires avec John Dillinger. Et pour autant, Nelson, il n'a pas perdu contact avec Chase. En décembre 1933, il le rejoint de nouveau et il passe une petite année à semer le chaos. C'est à cette époque qu'un événement troublant a eu lieu à Minneapolis. Un homme est abattu et les autorités identifient la voiture des tueurs comme appartenant à Nelson. Plus tard, Nelson et Chase se rendent à Reno, Nevada, après un passage rapide dans l'état de Washington. Mais Reno sera le théâtre d'un autre drame. Chase a raconté dans une interview que Nelson avait tué un homme lors d'une altercation. Ce meurtre n'était pas anodin, la victime était un témoin clé dans une affaire de fraude postale. Ce meurtre montre à quel point Nelson est incontrôlable et à quel point il n'hésite jamais à éliminer n'importe qui se met en travers de son chemin. Pour John Paul Chase, cette association avec Nelson allait marquer un tournant. D'un simple contrebandier d'alcool, il est devenu un complice dans une série de crimes violents. Leur partenariat, aussi puissant qu'il a été, les ont entraînés dans une spirale infernale de violence qui les a menés à une fin que vous imaginez bien. En avril 1934, Babyface Nelson, sa femme Helen Gillis et son fidèle complice John Paul se rendent à Chicago pour rejoindre le gang de Dillinger. Ce gang, déjà légendaire pour ses braquages audacieux et ses affrontements avec les forces de l'ordre, allait offrir à Nelson une opportunité de s'illustrer, mais aussi de sombrer encore plus dans la violence. Nelson et sa femme suivent le gang jusqu'au Little Bohemian Lodge, un chalet isolé dans le nord du Wisconsin. C'est ici que le gang comptait profiter de quelques jours de répit. Mais ce havre de paix allait très vite se transformer en champ de bataille. Le 22 avril 1934, le FBI apprend que le gang Dillinger se cache au chalet. Sans perdre de temps, des agents spéciaux sont directement envoyés là-haut, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Alors que les agents approchent, les aboiements des chiens alertent les gangsters. Étant alertés par le bruit des chiens, le gang s'enfuit en pleine nuit, laissant derrière eux quelques femmes, dont Helen Gillis, la femme de Nelson. Nelson, lui, prend une autre direction. Dans sa fuite, il s'introduit de force dans une maison voisine et prend 2 otages. Et là, ce n'était que le début de la tragédie. Peu après, une voiture arrive sur les lieux. À bord, 2 agents spéciaux du FBI, J.C. Newman et Carter Baum, ainsi qu'un policier local. Et ils ne savent pas encore qu'ils s'apprêtent à faire face à un des plus grands criminels des États-Unis. Alors que leur voiture s'arrête, Nelson, malgré sa petite taille, seulement 1m60 pour 60 kg, surgit pistolet automatique à la main. Il leur ordonne de sortir du véhicule. Mais avant même qu'ils ne puissent réagir, Nelson ouvre le feu. Les balles fusent et l'agent spécial Carter Baum est tué sur le coup, abattu par une série de tirs violents et impitoyables. Les 2 autres hommes sont gravement blessés. Nelson, fidèle à sa réputation, s'enfuit à nouveau, laissant derrière lui un sillage de chaos et de sang. Ce meurtre brutal a marqué un tournant. Nelson n'était plus seulement un braqueur ou un fugitif, mais un tueur de fédéraux. Un acte qui le plaçait définitivement en haut de la liste des criminels les plus recherchés d'Amérique. Après la tragédie du Little Bohemian Lodge, Babyface n'a pas ralenti. Toujours en cavale, il retrouve rapidement son complice fidèle, John Paul Chase. Quelques semaines plus tard, sa femme Helen Gillis, libérée sur parole, les rejoint. Ensemble, ils trouvent refuge près du lac Geneva dans le Wisconsin, mais ce calme apparent ne durera pas. Le 23 juin 1934, une nouvelle pression s'abat sur Nelson. Le procureur général Homer S. Cumming annonce une récompense pour toute information menant à sa capture. Mais plutôt que de se cacher, Nelson y décide de frapper encore plus fort. Le 30 juin 1934, il participe à un braquage spectaculaire de la Merchant National Bank à South Bend dans l'Indiana, aux côtés de John Dillinger et Homer Von Metter. Pendant le vol, un policier est abattu, marquant encore une fois l'escalade de la violence. Après le braquage, le gang s'enfuit à Chicago, mais ça s'arrête pas là.
Peu de temps après, 2 policiers sont abattus sur Wolf Road à l'extérieur de Chicago, lorsque Nelson, fidèle à sa réputation, ouvre le feu sans hésitation. Mais la donne change le 22 juillet, lorsque John Dillinger, le célèbre chef de gang, est abattu par le FBI. Avec la mort de Dillinger, Nelson devient la nouvelle cible prioritaire pour les autorités. Nelson, Helen et Chase y quittent Chicago pour la Californie avec 2 autres complices. Et ce sera le début d'un été marqué par des allers-retours incessants entre Chicago et la Californie. Et un détail presque comique de cette cavale, lors d'un de leurs voyages, ils se sont arrêtés pour un excès de vitesse dans une petite ville, ils payent une amende de $5 et repartent libres. Ce que les policiers ne savent pas, c'est que leur voiture contient des mitrailleuses, des fusils et des munitions. Encore une opportunité manquée pour arrêter le criminel le plus dangereux d'Amérique. Franchement... Fin août 1934, le groupe retourne à Chicago, mais Nelson, toujours en mouvement, se rend au Nevada tandis que Chase part à New York. Le 10 octobre 1934, il se retrouve près de Minden, dans le Nevada, prêt pour une nouvelle série de crimes. Ensuite, il retourne à Chicago, où il vole une voiture le 26 novembre avant de se rendre dans le Wisconsin, continuant à semer le chaos sur leur passage. Et chaque étape de leur cavale rapproche Nelson de la fin. Mais jusqu'à ce moment fatidique, il reste insaisissable pour les autorités. Le 27 novembre, la traque de Babyface Nelson atteint son apogée. C'est Samuel Coley, inspecteur du FBI à Chicago, qui est chargé de le retrouver. Et ce jour-là, il reçoit une information cruciale. Nelson a été aperçu au volant d'une voiture volée. 2 agents repèrent rapidement le véhicule de Nelson près de Barrington, dans l'Illinois. Mais avant qu'ils ne puissent intervenir, Nelson contourne leur voiture et son complice, John Paul Chase, ouvre le feu avec un fusil automatique, tirant 5 balles. Les agents ripostent et un coup de feu atteint le radiateur de la voiture de Nelson, la rendant inutilisable. Mais vous le connaissez, Nelson c'est pas le genre à baisser les bras facilement. C'est alors que l'inspecteur Coley et l'agent spécial Herman Edward Hollis entrent en scène. Ils poursuivent Nelson et Chase à bord d'une voiture. La chasse les mène jusqu'à l'entrée de Northside Park, où Nelson fait brusquement un écart et s'arrête. Avant même que Coley et Hollis ne puissent sortir du véhicule, Nelson et Chase les criblent de balles avec leurs armes automatiques. La fusillade, brève mais intense, n'a duré que 4 ou 5 minutes. Mais elle est fatale. L'agent spécial Hollis est tué sur le coup. L'agent spécial Coley, gravement blessé, succombe à ses blessures tôt le lendemain matin. Sauf que Nelson, lui aussi, est grièvement blessé. Malgré cela, Chase l'aide à monter dans la voiture de Coley, transférant rapidement les armes et les objets de leur véhicule endommagés à celui des agents. Pendant ce temps-là, Helen Gillis, la femme de Nelson, reste allongée dans un champ à l'abri du chaos. Lorsque Chase démarre la voiture, Helen saute dans la voiture et y démarre, filant tout droit, laissant un carnage derrière eux. Mais les blessures de Nelson sont trop graves. Il rend son dernier souffle ce soir-là, vers 20h. Le lendemain, son corps est retrouvé par le FBI, abandonné près d'un cimetière de Neal Center dans l'Illinois après un appel téléphonique anonyme. La fin de Nelson ne marque pas seulement la chute de l'un des criminels les plus recherchés d'Amérique, mais aussi une perte tragique pour les forces de l'ordre. 2 agents sont morts en essayant de le capturer, et leur sacrifice ne sera jamais oublié. Quant à Helen Gillis, la femme de Nelson, elle est arrêtée 2 jours plus tard, le 29 novembre. Ayant violé les conditions de sa libération conditionnelle, elle est condamnée à 1 an et 1 jour de prison. Ainsi se termine l'histoire de Babyface Nelson, un criminel dont la violence et l'imprudence auront marqué toute une époque. Mais cette fin tragique rappelle aussi le prix élevé que les forces de l'ordre ont payé pour ramener un semblant de justice dans une Amérique gangrénée par le crime organisé. Et pour ceux qui le demandent, après avoir laissé derrière lui le corps de Babyface Nelson, John Paul Chase retourne à Chicago. Là, il tente de se fondre dans la masse. Le 30 novembre 1934, il décide de répondre à une annonce dans le journal pour être chauffeur à Seattle. Et pour décrocher ce job, il se rend dans un commissariat pour obtenir un permis de conduire. Ironiquement, Chase, recherché pour des crimes graves, n'est pas inquiété. Et la raison, c'est que sa seule arrestation remontait en 1931 pour un simple état d'ivresse. Mais Chase n'allait pas rester invisible bien longtemps. Début 1934, des agents du FBI basés à San Francisco commencent à interroger ses anciens employeurs et associés. Ils les préviennent de les contacter s'ils le croisent. Et c'est exactement ce qui se passe le 27 décembre 1934, lorsque Chase, désespéré, tente d'emprunter de l'argent à des employés d'une écloserie de poissons à Munchashta, en Californie. Prévenu immédiatement, le FBI et la police locale passent à l'action. Le chef de police, A.L. Roberts, met fin à sa cavale en appréhendant Chase. Et le 31 décembre, Chase est transféré à Chicago, où il devient la première personne jugée en vertu d'une nouvelle loi fédérale. Celle qui rend le meurtre d'un agent du FBI en service une infraction fédérale. C'est quand même fou de se dire que ça n'existait pas avant, comme quoi la justice ça évolue vraiment avec son temps. Son procès commence le 18 mars 1935, et en moins d'une semaine, le verdict tombe. Chase est reconnu coupable du meurtre de l'inspecteur Coley. Il est condamné à une lourde peine et il est envoyé à Alcatraz le 31 mars. Mais l'histoire s'arrête pas là. En 1954, Chase est transféré au pénitencier de Leavenworth au Kansas.
Bien qu'il ait purgé sa peine pour coller, il avait une autre accusation au-dessus de la tête. Celle du meurtre de l'agent spécial Herman Edward Hollis. Étonnamment, ce dossier traîne pendant 20 ans, et finalement, en 1955, un juge rejette l'accusation, estimant que Chase n'a pas eu de procès dans un délai raisonnable. Avec cet acte d'accusation écarté, John y devient éligible à la liberté conditionnelle. Après plusieurs refus, Chase est finalement libéré sur parole le 31 octobre 1966. Il retourne en Californie, où il mène une vie discrète comme gardien pendant 6 ans. Et pour finir, John meurt d'un cancer le 5 décembre 1973 à Palo Alto, en Californie. Une vie marquée par des crimes, des fuites et un système judiciaire qui a parfois peiné à suivre. Une trajectoire pleine de rebondissements où le hasard a souvent joué un rôle clé. Chicago, année 1920. Une ville rongée par la corruption, noyée dans l'alcool de contrebande et secouée par des guerres de gangs sans merci. Au sommet de ce chaos, un nom, Al Capone, un homme craint, respecté, mais surtout intouchable. Il contrôlait tout, les bars clandestins, la police, les juges, même le gouvernement tremblait devant lui. Mais alors, comment un tel empire bâti sur le crime a-t-il pu s'effondrer ? C'est ni une balle, ni un rival qui l'a fait tomber, mais un simple stylo, une signature, un dossier oublié, un détail administratif suffisant pour abattre le plus grand criminel de son époque. Comment le FBI a-t-il réussi à briser l'homme intouchable ? Qui était vraiment Al Capone derrière son costume impeccable et son sourire de gentleman mafieux ? Voici l'histoire du roi du crime et de sa chute inévitable. Vous connaissez sûrement Al Capone, parrain de la mafia de Chicago. Mais ce que vous savez pas, c'est comment est-ce qu'il a pu régner en toute impunité tout ce temps. Dans les années 1920, la ville, c'était son terrain de jeu. Les jeux d'argent, la prostitution, le trafic d'alcool en pleine prohibition, corruption, drogue, braquage, raquettes, et bien sûr, des meurtres. Un véritable empire criminel. Et pourtant, impossible de l'arrêter. La police de Chicago, beaucoup trop corrompue ou trop intimidée. Même le FBI de l'époque voulait le faire tomber, mais il manquait une pièce cruciale. Un crime fédéral prouvé. Ils attendaient leur moment, la faille qui ferait tomber l'homme intouchable. Et un jour, ils l'ont trouvé. Et comment le FBI a fait pour abattre le roi du crime, on voit ça tout de suite. Capone naît le 17 janvier 1899 à Brooklyn, un quartier bouillonnant entre misère et opportunité. C'est ici que naît un certain Alphonse Gabriel Capone, un nom qui, des années plus tard, deviendra synonyme de crime et de prohibition. Mais ce que peu de gens savent, c'est que contrairement à beaucoup de gangsters de son époque, Al Capone y venait pas forcément d'un milieu défavorisé. Son père, Gabriel Capone, était un immigré italien arrivé à New York en 1894. Éduqué et plutôt respectable, il exerçait comme barbier et vivait avec sa femme Teresa et leurs enfants dans un quartier proche du Brooklyn Navy Yard. Un endroit animé, parfois dangereux, fréquenté par des marins en quête de plaisir. Mais la famille Capone, c'est la famille tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Certes, un petit peu bruyante, mais une petite famille bien honnête. Il y a vraiment rien qui laissait présager que le petit Alphonse deviendrait l'ennemi public numéro 1. Alors, qu'est-ce qui a basculé ? Peut-être son éducation, ou peut-être le manque d'éducation plutôt. Il fréquente une école catholique réputée pour sa discipline sévère, parfois même violente. Pourtant, il est bon élève, jusqu'au jour où tout s'écroule. À 14 ans, Al Capone est expulsé. Il frappe une enseignante. Un acte impulsif et une rupture brutale avec l'école. Il n'en remettra plus jamais les pieds en classe après ça. Et c'est là que commence vraiment son histoire. Celle qui le mènera des rues de Brooklyn au club clandestin de Chicago. Et en voyant les images, vous voyez bien qu'il a quand même une bonne grosse cicatrice sur la joue. Vous vous demandez sûrement d'où est-ce que ça vient. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Un bar en fumée, une dispute qui dégénère et une lame qui fend la peau d'un jeune homme. Une simple rixe, un moment insignifiant, peut-être. Pourtant, cette cicatrice sur la joue d'Al Capone allait devenir légendaire. Dès lors, on l'appellera Scarface. On est en 1917 à Brooklyn, et Al Capone c'est encore qu'un adolescent turbulent. Il travaille comme videur dans un bar tenu par le gangster Frankie Yale. Et un soir, il commet une erreur. Il tente d'impressionner une femme, mais il insulte accidentellement son frère. Le problème, c'est que le frère, c'est Frank Galluccio. Et lui, il plaisante pas. Il lui met 3 coups de lame, une entaille profonde du haut de la joue à la mâchoire. Miraculeusement, il survit, mais il garde à vie ses 3 balafres sur la joue gauche. Ceci étant dit, avant de devenir le parrain de la pègre de Chicago, Capone n'était qu'un adolescent de Brooklyn, influençable et fasciné par un homme, Johnny Torrio. Tony, lui, c'était le cerveau. Contrairement aux brutes sanguinaires qui régnaient par la violence pure, lui comprenait qu'un empire criminel devait se gérer comme une entreprise. Respectabilité en façade et chaos en coulisses, une leçon que Capone n'oubliera jamais.
Capone, il commence petit. Il intègre la James Street Boys avant de gravir les échelons de la redoutable Five Point Gang. Mais l'avenir du crime organisé ne se joue plus à New York. C'est à Chicago que tout va exploser. En 1909, Torrio quitte New York pour s'occuper d'un empire de maisons closes à Chicago. Et en 1920, la prohibition change la donne. L'alcool devient illégal, et donc extrêmement lucratif. Torrio a besoin de renforts et il envoie ses hommes chercher Capone. C'est aussi cette année-là qu'un certain Big Jim Colosimo, patron du crime local, est abattu. Officiellement, on ne sait pas qui l'a tué. Officieusement, on a quand même 2 petits noms qui circulent. Al Capone ou Frankie Yale. Avec Colosimo hors jeu, Torrio prend le contrôle et Capone grimpe encore dans la hiérarchie. On pourrait se dire que Capone est bien trop absorbé par le crime pour avoir du temps libre. Et pourtant, en 1918, il épouse Mae Coughlin, une jeune femme irlandaise issue d'une famille respectable. Pendant un temps, il va même tenter de mener une petite vie bien rangée en devenant comptable. Ironie du sort quand on sait ce qui l'attend par la suite. Et un événement va bouleverser sa vie, la mort soudaine de son père. Et là, ça change tous ses plans. Il retourne dans le milieu criminel. May et lui auront un seul enfant, Sonny. Et malgré tout ce qu'il a pu faire après cela, elle restera à ses côtés jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, on se focus sur la prohibition. Bière, whisky, contrebande, un marché noir en pleine explosion. Torrio et Capone comptent bien en profiter. Ils ne se contentent pas du trafic d'alcool, ils infiltrent aussi des entreprises légales en corrompant les bonnes personnes. Capone n'est pas seulement un gangster, c'est aussi un businessman, en prenant notamment les rênes des Four Deuces avec l'aide de Torrio. C'est un établissement dans le quartier du Levy, un endroit discret, mais où tout se vend. Alcool, jeux et bien évidemment, plaisir nocturne. En 1923, Chicago élit un maire réformateur qui veut nettoyer toute la ville de cette corruption. Capone et son mentor Johnny Torrio n'attendent pas. Ils déplacent leurs affaires vers Cicero, une banlieue qui est totalement sous leur contrôle. Avec l'aide de ses frères Frank et Ralph, Capone infiltre le gouvernement local. Ils ne se contentent pas de gérer des bordels et des casinos, ils prennent littéralement le contrôle de la ville. Un pied dans les affaires et un pied dans la politique, et en général ça finit jamais bien. Mais en 1924, on a un petit problème qui arrive, il y a une élection municipale qui menace leur pouvoir. Pas question de perdre. Le jour du vote, ils lancent une campagne d'intimidation brutale. Certains électeurs seront même abattus. Mais la conquête de Cicero a un prix et Chicago riposte. La police débarque et abat Frank Capone, le frère d'Al, en pleine rue. Alors, c'est un coup dur pour Alphonse, mais c'est pas un frein, l'empire continue de s'étendre. Capone se vante souvent de garder son sang-froid, mais tout le monde a ses limites. Quand son ami Jack Guzik est agressé par un petit truand sans importance, Capone décide de régler l'affaire lui-même. Il traque l'homme et l'abat froidement dans un bar. Une exécution en pleine lumière. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il s'en sort. Il n'y a pas de témoin, donc pas de condamnation. Mais cette affaire va quand même tout changer. Capone n'est plus seulement un criminel, il devient une figure publique. Un nom qui inspire autant la peur que la fascination. L'homme qui contrôlait l'ombre est désormais sous les projecteurs. Et cela ne va bientôt plus jouer en sa faveur. En 1925, Torrio est victime d'une tentative d'assassinat. Blessé, il décide de se retirer et laisser Capone seul aux commandes. Capone, lui, ne recule devant rien. Il prend le contrôle de Chicago, étend son empire avec 3 piliers. Les jeux d'argent, la prostitution et bien sûr, la contrebande d'alcool. À une époque où les gangsters préfèrent faire profil bas, lui Capone, il fait vraiment tout l'inverse. En quelques années, il transforme Chicago en son royaume personnel. Il est partout, intouchable, et plutôt que de rester discret, Al fait exactement l'inverse. Il s'installe dans une luxueuse suite du Metropole Hotel, dépense des fortunes en cash et devient une véritable star de la presse. Il fréquente les journalistes, joue la carte du businessman modèle, pose en costume impeccable, on le voit dans les plus grands restaurants et même à l'opéra. Il devient même pour certains un Robin des Bois des temps modernes. Lui, de son côté, il veut être perçu comme un homme respectable, un pilier de la communauté, un philanthrope plutôt qu'un criminel. Mais derrière cette façade de respectabilité, il règne toujours sur un empire de nightclubs, de bordels, de tripots et de brasseries clandestines. L'alcool coule à flot et la ville lui appartient. Mais malgré tout ça, vous vous doutez bien que pour régner, il faut éliminer. Capone a zéro remords à faire tomber ses rivaux, que ce soit par braquage, exécution, corruption. On peut clairement dire que son ascension est pavée de sang. Le jeune mafieux devient alors LE boss de la ville. Il règne sur le crime, élimine ses rivaux un à un et transforme même un quartier entier, Cicero, en son propre territoire. Son empire, ça représente quand même 100 millions de dollars de revenus annuels grâce à l'alcool, les jeux et la corruption. Et pourtant, malgré sa réputation de criminel impitoyable, Capone refuse de porter une arme. Marque de confiance ou simple arrogance, Capone de toute façon il sort jamais tout seul. En voiture, il est toujours coincé entre 2 hommes armés. Et pour éviter les mauvaises surprises, il ne voyage presque jamais de jour. Il n'a qu'un seul objectif, faire couler l'alcool et les dollars. Son prochain coup, le whisky de contrebande. Et pour ça, il s'associe avec un vieil ami,
Frankie Yale, basé à New York. Ensemble, ils mettent en place un réseau colossal entre Chicago et la côte Est. Mais le problème, c'est que dans ce business, tout le monde veut sa part du gâteau. Et quand Yale se retrouve face à des rivaux gênants, Capone décide d'agir. On est à Noël en 1925. Une fête bat son plein à l'Adonis Club, jusqu'à ce que des hommes masqués surgissent et transforment la soirée en bain de sang. C'est le message de Capone, on ne s'oppose pas à lui. Avec son trafic d'alcool, Capone devient plus riche que jamais. Mais bientôt, un événement va tout compliquer. Un soir, une fusillade éclate devant un bar entre gangs rivaux. Les balles pleuvent et une victime collatérale tombe. Billy McSwiggin, le procureur pendu, un homme connu pour sa haine des criminels. Et là, c'est l'erreur fatale. Capone est pointé du doigt. Cette fois, l'opinion publique se retourne contre lui. Trop de violence, trop de meurtres, la ville de Chicago en a assez. Les autorités, incapables de l'inculper directement, passent à l'attaque autrement. Ils font des raids incessants sur ces bordels, ces casinos clandestins, tout est fait pour l'affaiblir. La pression devient trop forte et Capone disparaît pendant 3 mois sans laisser de traces. Mais, à la grande surprise générale, il finit par se rendre. C'est un coup de poker risqué, mais, faute de preuves, la police doit le relâcher. Et là, c'est une nouvelle humiliation pour la justice, et une victoire totale pour Al Capone. Après tout ça, ironiquement, Al Capone, le roi du crime de Chicago, se veut pacificateur. Alors que la ville est en proie à la violence des gangs, il tente de calmer le jeu. Il négocie une trêve, impose un cessez-le-feu, et, chose surprenante, ça fonctionne. Pendant 2 mois, les rues de Chicago sont silencieuses. Mais la paix dans le monde du crime n'est qu'une illusion. Bientôt, la guerre reprend, les vols de ces cargaisons de whisky se multiplient, et l'un des principaux responsables, c'est un homme autrefois proche de lui. Frankie Yale, ancien allié devenu problème numéro 1 à ses yeux. Un dimanche après-midi, Yale roule tranquillement dans Brooklyn, quand une rafale déchire l'air. C'est la première fois qu'une mitraillette Thompson est utilisée dans un assassinat. Yale n'avait aucune chance. Capone, en faisant ça, il vient juste de prouver qu'il est prêt à tout pour défendre son empire. Et Yale, c'est pas le seul ennemi qui menace encore son pouvoir. Oh là, non. Il y a encore Bugs Moran, chef des Northsiders, un rival impitoyable qui a déjà tenté d'éliminer Jack McGurn, l'un des plus proches hommes de confiance de Capone. Et cette fois, Capone et McGurn décident d'en finir pour de bon. Jeudi 14 février 1929, 10h30 du matin, un garage isolé de Chicago, convaincus qu'ils sont sur le point de conclure une énorme transaction de whisky. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent de marcher droit dans un piège. Une voiture de police s'arrête brusquement devant le garage. Des hommes en uniforme en sortent, armés et imposants. Pas un seul doute, c'est une descente. Les gangsters obéissent, déposent leurs armes et se mettent en ligne contre le mur. Et ce qu'ils savent pas, c'est que ces policiers, c'en est pas. Ce sont les hommes de Jack McGurn déguisés. Et en quelques secondes, la scène bascule dans l'horreur. 2 mitrailleuses Thompson s'abattent sur eux, des rafales incessantes. Et quand le silence revient, 6 corps jonchent le sol. Un seul homme respire encore, Frank Gusenberg. Il mourra quelques heures plus tard, sans donner un seul nom. L'exécution est parfaite, sauf sur un détail. Bugs Morgan, la cible prioritaire, a eu un pressentiment en voyant la voiture de police. Il a tourné les talons avant même d'entrer dans le garage, et il est toujours en vie. Et même si Capone est en Floride ce jour-là, personne n'est dupe. Le St. Valentine's Day Massacre devient un événement national. Capone est désormais l'incarnation du gangster impitoyable, un homme dont le pouvoir semble absolu. Et même au sommet, ce n'est pas le seul épisode de violence gratuite dont Capone fait preuve. Il ne se contente pas d'observer, il veut encore régler lui-même ses comptes quand il faut. Un soir, il organise un somptueux banquet. À sa table, 2 associés siciliens. On rit, on trinque, Capone est charmant et généreux. Mais une vieille tradition mafieuse veut que l'on offre un dernier repas à ceux que l'on s'apprête à tuer. Et soudain, changement d'ambiance. Capone se lève, prend un objet et abat brutalement ses 2 invités, avec une batte de baseball. Une exécution sauvage et sans pitié. Tout ça pour dire que l'affaire du massacre du jour de la Saint-Valentin choque toute l'Amérique. Ce massacre, qui ressemble à une exécution militaire, est immédiatement attribué à Al Capone. C'est dommage parce que lui qui a mis tant d'années à construire une image de mafieux gentleman voit aujourd'hui son image remise en cause. La presse l'associe à l'ennemi public numéro 1. Oui, si vous avez vu notre épisode sur John Dinager, vous savez qu'à l'époque c'était plutôt à la mode. Coïncidence ou alibi parfait, peu importe. Tout le monde sait que Capone dirige Chicago d'une main de fer. Et cette attaque n'est qu'un message. Plus personne ne peut s'opposer à lui. Dans les années 1920, le FBI n'avait pas le pouvoir qu'on lui connaît aujourd'hui. La guerre des gangs, c'était pas leur problème, et Al Capone, il était intouchable, du moins en apparence. Chicago, 1927, les balles ne font plus peur à Al Capone.
Il a survécu aux guerres des gangs, aux assassinats et aux trahisons. Mais ce qui va causer sa perte, ce n'est pas une rafale, c'est un stylo. Une simple signature sur un document officiel. Et en mai 1927, la Cour suprême des États-Unis prend une décision qui va bouleverser le monde du crime. Même un gangster doit payer des impôts sur ses revenus illégaux. Et pour le gouvernement, il y a une cible prioritaire, Al Capone. À la tête de la traque fiscale, un homme discret mais redoutable, Elmer Ayre, du bureau des impôts. Il sait que Capone est rusé, qu'il ne laisse aucune trace écrite, mais il a un plan et il va le suivre jusqu'au bout. Pendant ce temps, Capone se pense intouchable. Il part s'installer à Miami, achète une luxueuse propriété sur Palm Island et dépense des fortunes en rénovation. Et c'est là que l'erreur arrive, car pendant qu'il profite du soleil, Ayre, lui, y suit l'argent. Chaque dépense, chaque achat, tout est soigneusement noté. Petit à petit, les taux se resserrent. 12 mars 1929. Capone est convoqué devant un grand jury fédéral. Problème, il se présente pas. Et son excuse, une pneumonie bronchique à Miami. Ses avocats fournissent même un certificat médical affirmant qu'il est resté au lit pendant plus d'1 mois et qu'un voyage à Chicago mettrait sa santé en danger. Sauf que, quelque chose cloche. Les agents fédéraux mènent discrètement l'enquête et découvrent que pendant cette période, Capone s'est promené sur des hippodromes, a pris un avion pour Bimini, a fait une croisière à Nassau et a même donné une interview en parfaite santé. Bref, le genre de maladie qu'on prétend avoir devant sa mère pour pas aller à l'école. Et le 20 mars 1929, il se présente enfin devant un grand jury fédéral à Chicago. Et une semaine plus tard, à peine sorti de la salle d'audience, il est arrêté pour outrage à magistrat. Une affaire qui pourrait lui coûter 1 an de prison, mais il paye sa caution de 5 000 $ et il ressort libre. Mais il est rentré dans l'engrenage et la machine judiciaire ne va plus jamais le lâcher. Nous sommes toujours en mars 1929 à Washington et le président Herbert Hoover en a assez. Lors d'une réunion, il pose une question simple. Avez-vous mis la main sur ce type, Capone ? Je veux cet homme en prison. L'ordre est clair, et cette fois, le gouvernement ne va pas échouer. Et là, on a un autre nom qui rentre en scène. Elliot Ness. Jeune agent du bureau de la prohibition, il est chargé de traquer Capone sur ses violations de lois sèches. Avec une équipe de policiers incorruptibles, surnommés avec étonnement les incorruptibles. Ouais, je sais, ils se sont pas trop foulés sur le nom. Mais il multiplie les descentes et utilise les écoutes téléphoniques pour surveiller l'empire de Capone. Les autorités savent que Capone est trop puissant à Chicago pour tomber pour la prohibition. Leur meilleure chance reste les impôts. En mai 1929, Capone assiste à une conférence entre mafieux à Atlantic City. Après la réunion, il va voir un film à Philadelphie. Et là, c'était pas le bon choix, car en sortant du cinéma, il est arrêté pour port d'armes illégales. Pour quelqu'un qui est jamais censé porter d'armes, c'est bien dommage. Cette fois, la justice ne traîne pas. En 16 heures, ils sont condamnés à 1 an de prison. Direction la prison de l'Eastern Penitentiary. Capone sortira en 9 mois pour bonne conduite, mais son empire commence un peu à vaciller. Pendant près d'1 an, il est enfermé. Mais ce n'est pas ça qui va le briser. À sa sortie, une humiliation l'attend. Il est placé sur la liste des Most Wanted, les criminels les plus recherchés d'Amérique. Pour un homme qui voulait être vu comme un bienfaiteur, c'est vraiment terrible. Pendant ce temps, le Trésor américain prépare un dossier explosif et Elmer Ayre joue son coup de maître. Il infiltre des agents sous couverture dans l'organisation de Capone, posant comme de simples truands. On va pas se mentir, la mission, elle est quand même dangereuse. Un informateur est retrouvé avec une balle dans la tête avant même de pouvoir témoigner. Mais Elmer tient bon. Il a 2 pièces maîtresses, Fred Race et Leslie Shumway, 2 anciens comptables de Capone. Sous protection policière, il livre les preuves manquantes. Et c'est ainsi que le fisc y voit une faille. Capone gagne des millions, mais ne paye aucun impôt. Le gangster, qui a échappé à tant d'accusations de meurtre, de corruption et de trafic, va tomber à cause de ses impôts. Comme quoi, dès qu'il s'agit d'argent, l'État il est quand même beaucoup plus réactif. Cette fois, il n'y a pas d'échappatoire. Le 17 octobre 1931, Al Capone est condamné à 11 ans de prison pour fraude fiscale. Pas pour meurtre, pas pour contrebande, mais pour une simple histoire de chiffres. Je vous l'avais dit, c'est plutôt ironique pour un ancien comptable. L'empire de Capone s'effondre, et bientôt, il ne sera plus qu'un homme brisé, oublié de tous. Elliot Ness est un homme déterminé à faire tomber Al Capone. Pas pour son sens de la justice, mais surtout pour une question personnelle. Capone a failli tuer l'un de ses amis, et Ness est prêt à tout pour lui faire payer. Des centaines de descentes, des millions de dollars de matériel détruit, des brasseries fermées, lentement mais sûrement, Ness attaque l'empire de Capone là où ça fait mal. Son argent. Capone perd des fortunes, et sa colère monte. Mais malgré tout, ce n'est pas Ness qui va porter le coup fatal, c'est une salle de tribunal. Le 13 mars 1931, un grand jury fédéral se réunit en secret. L'accusation, évasion fiscale. Au départ, on parle d'une simple dette de 32 488 $. Mais l'enquête continue, et bientôt, le chiffre explose. Résultat, vanne de chefs d'accusation. Plus de 200 000 $ d'impôts impayés,
Et ça pourrait s'arrêter là, mais Capone et 68 de ses hommes sont inculpés pour 5000 violations de la loi sur la prohibition. Cette fois, les taux se resserrent et là, c'est finito. Capone, sûr de son pouvoir, tente une dernière manœuvre. Il veut négocier un accord. Il plaidera coupable en échange d'une peine allégée, entre 2 et 5 ans de prison. À ce moment-là, Al Capone y pense que c'est une simple formalité, mais il a sous-estimé l'opinion publique. Et quand la presse découvre l'accord, c'est la tollée. Impossible d'offrir une sortie aussi facile à l'homme le plus recherché d'Amérique. Et sous la pression, la justice annule l'accord. Et là, Capone comprend qu'il vient de commettre une erreur fatale. 6 octobre 1931, Capone arrive au palais de justice escorté par 14 détectives. On voit qu'il commence à vaciller car il a abandonné son extravagance habituelle. Là, il a un petit costume sobre et pas de bijoux. Mais c'est qu'une façade, car en coulisses, ces hommes, ils ont corrompu tout le jury. Sauf que cette fois, les autorités sont prêtes. Juste avant l'ouverture du procès, le juge Wilkinson prend une décision inattendue. Il échange le jury avec un autre, pris au hasard dans le bâtiment. Et là, Capone est pris au piège. Plus de menaces, plus de pots de vin. Cette fois, il va être jugé équitablement. Le procureur George E.Q. Johnson ne mâche pas ses mots. Il démonte l'image de Capone en Robin des Bois des temps modernes. Il révèle son train de vie luxueux, ses dépenses extravagantes, ses bijoux en diamant, alors que son avocat affirme qu'il n'a aucun revenu. Et là, l'argument fait mouche. Pour la première fois, Capone, il sent que ça commence à sentir le sapin. Il n'est plus l'homme intouchable. Il est accusé seul face à la justice. Et bientôt, il va entendre le verdict qui mettra fin à son règne. Le 17 octobre, après 9 heures de délibération, le verdict tombe. Coupable. Al Capone, l'homme intouchable, le roi de Chicago, est condamné pour évasion fiscale. 11 ans de prison, 50 000 $ d'amende, 30 000 $ de frais de justice. Et surtout, aucune possibilité de libération sous caution. Pour la première fois, Capone est réellement piégé. Dans un premier temps, il est envoyé à la prison d'Atlanta. Mais même derrière les barreaux, il tente de garder ses privilèges. Argent, confort, influence. Alors, en 1934, les autorités prennent une décision radicale. Capone est transféré dans l'une des prisons les plus redoutées d'Amérique, Alcatraz. Là-bas, plus aucun contact avec l'extérieur. Plus de journaux, plus de lettres, juste le froid, l'isolement et une lente descente aux enfers. Car à mesure que les années passent, Capone change du tout au tout. L'homme qui dirigeait un empire criminel commence à perdre pied. La faute à une maladie silencieuse qu'il traîne depuis des années, la syphilis qui attaque son cerveau. Il devient alors paranoïaque, confus, incohérent, partiellement paralysé. En somme, un fantôme de lui-même. Finalement, en 1939, pour bonne conduite, sa peine est réduite. Il sort après 6 ans et demi. Mais ce n'est plus le Capone d'autrefois. Son règne est terminé, son empire est écroulé, il n'est plus qu'un homme brisé. À peine sorti, il est admis dans un hôpital de Baltimore pour un traitement au cerveau. Puis, il retourne en Floride, dans son immense propriété sur Palm Island qu'il avait achetée en 1928. Et Chicago, il y remettra jamais les pieds. Lui qui avait régné sur la pègre est devenu incapable de tenir une conversation d'adulte. En 1946, les médecins concluent qu'il a l'intellect d'un enfant de 12 ans. Jusqu'à la fin, il reste enfermé dans sa villa, entouré de sa famille, loin du monde du crime qu'il avait dominé. Entouré de luxe, mais prisonnier de son propre esprit. Sa femme May reste à ses côtés, fidèle jusqu'au bout. Mais lui n'est plus vraiment là. Il est devenu que l'ombre de lui-même. Et le 25 janvier 1947, il meurt d'une crise cardiaque aggravée par une pneumonie. Al Capone, l'homme qui avait défié la loi, les gangs et même le FBI, est mort oublié, vaincu par la maladie. Comme quoi, on est tous pareils face à la mort, seuls et vulnérables. Bah voilà, fin d'épisode, bonne ambiance hein. J'espère que ça vous aura plu, c'est toujours un plaisir de vous parler des gangsters. Si jamais vous en voulez plus, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas, partagez, abonnez-vous, likez. Et surtout, n'oubliez pas, comme je vous ai dit à l'épisode précédent, il n'y aura que un épisode par mois, donc n'hésitez pas à le savourer, à le regarder. Ce sera comme ça à peu près jusqu'au mois de septembre. J'espère qu'on fera ça plus tôt. On aura un nouveau studio, une nouvelle caméra, un nouveau décor, ça va être la folie. Abonnez-vous, partagez, likez, on se voit le mois prochain, à bientôt, bye.